et le cours de programmation orientée Java, qui sont des spécialités d'un étudiant de Acting. Donc, on devait commencer ce cours-là le mardi passé. J'ai eu un empêchement parce que je ne me sentais pas bien. Donc, j'avais demandé à ce qu'on reprogramme ce cours-là pour une prochaine fois. Ce qui veut dire que nous sommes à notre première séance du cours de programmation orientée objet. Voilà. La semaine dernière, c'est-à-dire le vendredi, on a eu à faire le cours de WebSig. Et je pense que nous sommes en train de faire nos activités pour la prochaine séance. Je pense bien. Et étant donné que c'est maintenant que nous commençons le cours de programmation orientée objet Java, je voudrais préciser que ça sera un cours un peu plus pratique. Donc, ce qui voudrait que tous les étudiants qui sont dans la salle, je voudrais que vous vous connectez aussi parce que vous allez de temps en temps partager vos écrans pour qu'ensemble, on puisse voir qu'est-ce que vous écrivez sur vos machines. Ce cours-là demande l'utilisation des machines. Donc, ça va nous permettre, nous qui sommes en ligne, de comprendre aussi qu'est-ce que vous écrivez, quels sont les résultats que vous obtenez. Et puis, ça me permet de suivre un peu l'évolution en termes d'apprentissage. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que tout le monde comprend? Voilà. Vu qu'à la base, on n'est pas tous programmeurs ni aussi développeurs. Donc, ce qui voudrait que nous tous, on arrive à se connecter, on essaie de comprendre un peu plus. Voilà. Donc, n'oubliez pas ceux qui sont dans la salle, essayez vraiment de vous connecter dans le but de pouvoir faire les partages d'écran au fur et à mesure. Pour l'instant, je pense qu'on on va suivre un peu ensemble. On va suivre ensemble lorsque je vais partager mon écran. Et puis voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une suggestion au niveau de la conduite de cette séance-là? Est-ce que quelqu'un voudrait faire une suggestion? Non, ça va. Ça va. Okay. D'accord. Si vous n'arrivez pas aussi à m'entendre, faites-moi signe pour que j'augmente un peu vraiment le volume au niveau de la voix, pour que nous puissions vraiment comprendre ce que nous allons faire. Voilà. La question, je voulais poser, c'est vrai, j'ai eu à poser ça la dernière fois. Maintenant, la question, est-ce que quelqu'un a déjà une fois entendu parler de Java? Je ne parle pas de JavaScript, je parle de Java. Java de façon ordinaire. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu une fois parler de Java? Si oui, à quel niveau, à quel endroit, dans quelle partie, et tout et tout. Bon, monsieur Edgar. Edgar. Moi, j'ai déjà entendu parler de Java. Jamais entendu parler. J'ai déjà entendu parler de Java. Ah, d'accord, très bien. Mais c'était au niveau des jeux. D'accord. Jeux mobiles, des jeux mobiles. On parlait des jeux Java, des jeux Java, des jeux Java. Oh. D'accord. D'accord. Soumaro, on n'a pas entendu parler. Oui. Monsieur Demandé, pas du tout. Si. D'accord. Et c'est où? J'ai entendu parler du Java lorsque j'ai commencé à m'intéresser au langage. Étant étudiant, bon, on nous avait parlé des langages de programmation. Il y avait le C++, il y avait le Java,
Et quand j'ai commencé les SIG, on parlait également de Python et tous ces langages-là, mais bon, de façon pratique, je n'ai pas encore pratiqué la langue. Et donc, c'est l'occasion pour moi de m'y imprégner. D'accord. Monsieur Kokou? Oui, professeur. Oui. J'en ai déjà entendu parler de Java. Je pense que c'est en 2018. 2018, je sais pas, j'avais commencé par suivre des tutos en ligne dessus, sur Coursera, mais après tout, bon, c'était un autodidacte, donc je n'avais pas pu continuer. Donc, j'avais presque une idée dessus. Je sais que c'est une permet de faire des systèmes embarqués. Et ça a été racheté après tout. Donc, bon, c'est un peu ça. J'ai quand même une idée, mais je ne maîtrise pas quand même quelques. Comme monsieur Diamandé, je viens de le dire. D'accord. D'accord. Compris. Alors, comme vous le savez, c'est la partie même, on va dire, c'est l'une des parties informatiques au niveau de la formation ATIN, c'est-à-dire le développement des applications. Donc, il y aura plusieurs langages que vous allez apprendre. Et parmi ces langages, vous aurez JavaScript, vous aurez PHP, vous aurez Python, vous aurez le langage même Java, et ainsi de suite, plusieurs langages. Voilà, plusieurs langages. Je vous encourage à vous perfectionner aussi dans d'autres langages parce que quand vous apprenez un langage, il y a les dérivés du langage. Voilà, quand vous prenez JavaScript, il y a les dérivés du langage JavaScript qui nous appelons TypeScript. Il y a aussi le langage Vue.js. Il y a le langage aussi Node.js. Il y en a plusieurs au fur et à mesure. Tous ces langages sont dérivés de JavaScript. Quand vous allez prendre aussi la famille des langages ici de la programmation orientée objet, vous allez voir qu'il y a le C++, comme l'a dit Dumondé. Vous allez voir aussi le langage Java. Vous allez voir aussi qu'on a aussi le langage Python, il y a aussi le langage PHP, il y a même aussi le langage JavaScript qui s'intéresse aussi à la programmation orientée objet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de façon plus claire de la programmation orientée objet. C'est vrai, il y a eu ce qu'on appelle la programmation procédurale que vous avez eu à faire avec les autres langages. Dont vous émettez ce qu'on appelle des procédures, une série d'algorithmes, des variables que vous manipulez. Et à un moment donné, il faut vraiment sortir un peu des variables. Il faut aller manipuler maintenant les objets. Et quand on parle d'objets, nous faisons un peu plus allusion à la programmation orientée objet. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le langage C++ qui est dérivé du langage C, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Donc, la séance d'aujourd'hui va nous permettre d'abord d'installer la base, c'est-à-dire quelques généralités du langage Java, notamment sa création, ensuite l'évolution du langage, aussi sa bibliographie, c'est-à-dire on va parler un peu de sa bibliothèque, autant pour moi de sa bibliothèque, les différentes librairies que constitue le langage Java, puisque en tant que langage de programmation, il faut bien maîtriser ces différentes librairies qui vont nous permettre d'écrire des scripts en Java. Voilà. Et puis, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va présenter les utilitaires nécessaires pour la programmation orientée objet Java. Ensuite, nous allons parler un peu de façon plus technique de certaines composantes du langage Java. Donc, on va essayer de parler un peu plus ça aujourd'hui. Donc, cette séance, je pense qu'on peut toucher même la programmation orientée objet. Et puis, la deuxième séance, on va passer maintenant à d'autres propriétés du langage, de la programmation orientée objet, notamment l'héritage, le polymorphisme, l'encapsulation et tous les autres. Donc, on aura parlé un peu de tout ça, de tous ces aspects techniques à la prochaine séance. Mais déjà aujourd'hui, nous allons aller de façon plus procédurale en écrivant un peu quelques lignes de code, commencer les premières installations et ainsi de suite. Donc, il y a eu des leçons que nous avons mis en ligne et on a demandé à ce que vous puissiez quand même lire, comprendre un peu. Et puis voilà, essayer quand même on va essayer d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre.
Et compte tenu que certains n'ont pas eu à télécharger ou à lire, je vais partager ces leçons-là ensemble et puis nous allons lire et expliquer point par point pour permettre à chacun de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le langage Java. Donc, je partage mon écran. Voilà. Partage mon écran. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de la séance d'aujourd'hui. Ce programme-là, comme j'ai mis ici, j'ai dit que cette séance portera sur les 3 premières leçons, la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3. Nous allons faire aujourd'hui un TP qui va consister à installer des utilitaires, notamment des outils et des logiciels pour la bonne pratique du langage. Après cette première phase, nous allons parler un peu, nous allons faire la synthèse de la leçon 1, et aussi avec quelques démonstrations. Ensuite aussi, nous allons faire la synthèse de la leçon 2 avec quelques petites démonstrations. Et enfin, nous allons faire la synthèse de la leçon 3 avec une autre démonstration aussi. Voici donc le programme de ce soir. Parlons maintenant du langage Java. Voilà. Donc, cette fiche-là est disponible en ligne. Et donc, nous vous demandons de télécharger et de lire correctement. Voilà. Donc, nous allons lire ensemble et puis nous allons comprendre qu'est-ce qui est... voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le langage Java? Donc, introduction au langage Java. Nous commençons déjà avec quelques points au niveau de la généralité. La première des choses, ce que vous êtes censé savoir, c'est que Java a été développé par Sun Microsystems en 1995, et ce, en tant que langage orienté objet pour les applications professionnelles. Vous savez, le problème en programmation, c'est qu'au début, il y a eu plusieurs langages. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle le langage Fortran. Nous avons Turbo Pascal. Nous avons eu le langage C. À un moment donné, les gens se sont rendus compte qu'il fallait passer un peu à la manipulation des objets. Donc, il y a eu plusieurs langages qui sont sortis, notamment le langage C++. Et les gens se sont posé plusieurs questions. Est-ce que le langage C++ peut nous permettre vraiment d'avancer? Est-ce que ça peut nous permettre vraiment de travailler sur toutes les machines pratiquement? Donc, Sun Microsystems va demander à ses ingénieurs de réfléchir sur la mise en place d'un autre langage qui manipule aussi les objets. On va dire qu'un langage qui est dérivé aussi de C++. Donc, Sun Microsystems va mettre en place en 1995 le langage Java. Et ce, en tant que langage de programmation orienté objet. Mais Java sera beaucoup plus utilisé pour des applications Internet. Donc, si vous voyez bien, à un moment donné, vous allez voir que Java sera beaucoup utilisé pour développer plusieurs plateformes Internet. Voilà, pour créer un peu l'interactivité au niveau des applications. Il y a plusieurs sites qui ont été développés en Java. On aura parlé un peu plus devant. Qu'est-ce qui fait la différence entre Java et les autres? La première des choses, ce qui permet au langage Java de gagner une certaine popularité, c'est sa sécurité. Java offre une sécurité extraordinaire. Ça veut dire que dans la programmation Java, on ne peut pas accéder aux variables ou encore aux objets comme on le souhaite. Il y a un système de sécurité qui protège, qui est mis en place pour protéger les variables. Donc, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas vraiment toucher aux variables que vous avez vraiment manipulées dans votre développement. On va voir ça un peu devant. Donc, il y a d'abord l'aspect sécuritaire qui fait de Java l'un des langages très populaires. Ensuite, il y a la portabilité du langage Java. Ça veut dire que du fait que Java peut être utilisé sur presque tous les systèmes d'exploitation. On dit que Java a une architecture neutre. Ça veut dire que je peux développer une application Java
qui peut fonctionner sur Linux, Windows, sur n'importe quelle plateforme, comme n'importe quelle plateforme. Et ce langage-là, cette application peut fonctionner partout, sans problème. Donc, ça, c'est le deuxième point qui fait de Java un langage très, très, très prisé dans le monde de la programmation. Ça, c'est très important. Ensuite, comment fonctionne un script Java? Pourquoi on dit que Java peut être, une application Java peut fonctionner sur n'importe quelle machine? En fait, le langage Java n'exécute pas directement les instructions que vous mettez que vous développez ou vous écrivez. Non. Pour les autres langages, quand vous prenez peut-être Python ou vous prenez PHP, lorsque vous écrivez exactement vos instructions, la machine exécute en même temps, directement les instructions. Avec le langage Java, c'est différent. Java utilise en son sein une machine virtuelle que nous appelons généralement la JVM, qui est appelée machine virtuelle de Java, qui exécute les programmes ou les scripts Java. Donc, ce qui veut dire que lorsque cette machine-là existe sur votre machine physique, tout programme Java s'exécute tranquille, sans problème. Sans problème. Concrètement, comment ça se passe? Lorsque vous écrivez un script Java, ça veut dire que vous prenez un programme Java et vous commencez à écrire. Vous écrivez tout en Java et vous demandez à la machine d'exécuter votre script. Voici comment la machine travaille. La machine appelle un compilateur. Le compilateur va compiler votre script-là, ou si vous voulez, va convertir votre script-là en un autre programme que nous appelons le bytecode. Le bytecode, c'est un programme binaire. Ça veut dire que c'est une série d'informations composées de 0 et 1. Vous ne pouvez pas même comprendre. C'est même pas, vous ne pouvez même pas comprendre. Parce qu'il y a plusieurs séries de 0 et 1. Et c'est ce bytecode-là qui sera, lui, à son tour, interprété par la machine virtuelle que nous appelons JVM, qui s'installe sur presque toutes les plateformes. Voici comment le langage Java exécute un programme. Ça, c'est en termes de fonctionnement. Lorsqu'on va vous demander d'écrire un programme Java, vous écrivez votre script et automatiquement, l'exécution va appeler un compilateur et le compilateur va convertir ce script-là à un autre programme que nous appelons le bytecode. Ce bytecode maintenant sera interprété par la JVM qui est Java Virtual Machine. Voici un peu le chemin suivi par un programme Java lorsqu'il s'exécute sur une machine. Alors, dans la remarque, nous avons écrit ceci, que lorsque vous écrivez un programme Java, vous construisez d'abord le code source, comme j'ai eu à l'expliquer. Le code source, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des instructions que vous demandez à la machine de faire. Un exemple, vous dites à la machine, je voudrais que tu me dises bonjour, je voudrais que tu fasses ceci, tu fasses cela. Donc, c'est un ensemble de scripts que vous donnez, que vous écrivez. Cet ensemble de scripts-là est appelé code source. Ensuite, ce code source-là sera exactement converti par un compilateur. Et ce compilateur-là s'appelle Javac. Javac qui est Java compilateur. Donc, il convertit donc ce code source-là en un programme binaire appelé le bytecode et il enregistre dans un autre format. Et ce format-là porte l'extension .class. .class. Ce bytecode qui est dans ce cas obtenu là, qui n'est rien d'autre qu'une série de 0 et 1, sera maintenant interprété par une machine virtuelle qui transforme ce code-là en code compréhensible par votre système d'exploitation. Voici comment donc Java s'exécute ou exécute un programme qui est sur votre machine.
Donc, avec une telle architecture, vous voyez que n'importe quel programme Java peut être exécutable sur n'importe quel système d'exploitation, sur Linux, sur, comment on appelle même là, sur Windows, et un peu partout. Donc, ce qui fait que tout le monde aime programmer en Java. Parce qu'il est intéressant de programmer dans un seul langage où on peut l'utiliser sur n'importe quelle plateforme. Et c'est comme ça Java travaille, c'est comme ça. La compilation du code Java. Donc ici, nous allons vous expliquer comment donc Java essaie de compiler exactement le code en source. Comme j'ai eu à lui dire, la compilation s'effectue avec la commande javac. Donc javac, entendez par là Java compilateur, le CVD compilateur. Et voici donc le programme. Lorsque vous écrivez le code Java, automatiquement le compilateur Java, lui, il va compiler exactement le script que vous avez donné là en une série d'informations qui est appelée le bytecode. Et voilà donc comment le compilateur travaille. Et donc, lorsque vous écrivez un script de Java, vous tapez juste en commande javac, le nom de votre programme qui porte l'extension .java, et ce compilateur-là va compiler votre code, votre script en un code que nous appelons le bytecode qui portera désormais le nom, si vous voulez, l'extension .class. Voilà donc comment les choses se font avec le langage Java. L'interprétation du code source. Comment se fait l'interprétation? Comme on a eu à le dire, l'interprétation se fait à l'aide d'un interpréteur, autant pour moi, d'un interpréteur. Donc, l'interpréteur, lui, il va exactement lire ce qui est dans le bytecode. Donc, le fichier qui a été converti en bytecode, donc l'interpréteur, lui, il va lire ce qui est dedans. Donc, il est le seul qui comprend. Il est le seul qui connaît. Voilà. Donc, vous avez juste l'organigramme qui présente les différentes phases de compilation d'un programme Java. Voilà. Donc, nous avons ici le code source qui porte au Java, qui est compilé en un code qui porte l'extension .class et qui, cette extension-là, c'est-à-dire ce nouveau code en question, est interprété par l'interpréteur qui se trouve dans la machine virtuelle. Et c'est tout. Donc, voilà comment se fait l'interprétation. Je veux m'arrêter là si quelqu'un a des questions au niveau de cette première partie. Oui, je voulais revenir sur la notion de commande. Oui. Vous avez dit dans votre explication que lorsque nous développons des codes en Java, Oui. Il y a une commande à introduire d'abord. Selon l'explication, selon ma compréhension, c'est comme un peu lorsque tu édites un document Word et que tu lui donnes un titre. J'espère que j'ai une bonne compréhension. C'est-à-dire le code que vous développez, vous lui donnez un titre. C'est ça. Et c'est ce titre-là qui sera comme l'étiquette du code développé. Et c'est ce titre-là qui va parcourir tout le dispositif comment je pourrais dire, de compilation jusqu'à l'application par la machine. OK. C'est ça. Je prends peut-être voilà, je prends un exemple. Pour me faire une idée claire. Voilà. Vous voulez peut-être écrire un script qui vous permet, un exemple de dire bonjour à quelqu'un. Donc, vous appelez ce script-là bonjour.java. Vous voyez, non? Vous appelez ce script-là bonjour.java. Donc, vous allez écrire dans ce script-là, en fait, dans ce fichier-là. Et ce fichier-là va comporter ce qu'on appelle un ensemble d'instructions qui est écrit, en fait, qui est écrit dans une classe. Lorsque vous allez passer maintenant à exécuter ce programme, vous allez maintenant passer à la première partie, à la compilation. Donc, vous compilez exactement
le fichier que vous avez écrit là, qui a apporté l'extension bonjour.java, vous le compilez avec un compilateur. Et vous le compilez en un autre programme qui est appelé le bytecode. Ça veut dire que vous avez écrit peut-être bonjour, bonjour les amis, bonjour les amis. La machine ne pourra pas comprendre bonjour les amis. Donc, le compilateur va traduire bonjour les amis là à une série de 0 et 1. Beaucoup, 0, 0, 0, 0 et 1. Donc, on dit que le compilateur fait quoi? Il convertit votre code source là en un autre programme que nous appelons le bytecode. Maintenant, c'est ce bytecode-là qui va être maintenant interprété par l'interpréteur qui se trouve dans la machine virtuelle. C'est-à-dire le bytecode qui a obtenu les 0 et 1 là. Le bytecode va venir, comment on appelle, l'interpréteur va venir lire ce bytecode-là. C'est-à-dire va regarder les suites des 0 et 1 que vous avez obtenues nouvellement. Lui, il va dire voici ce que cela correspond, voici ce que cela correspond maintenant. Et c'est comme ça. De façon plus claire et plus simple. Par contre, avec les autres langages, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous écrivez, la machine lit exactement ce que vous avez écrit. Donc, ce qui fait que pour pouvoir vraiment exécuter un programme d'un tel langage, il faut forcément, je dis bien forcément, que ce programme-là soit déjà installé sur votre machine. Ce qui fait que plusieurs langages ne sont pas portables. C'est-à-dire que forcément, si j'ai développé sur Windows, ça ne peut que seulement s'exécuter sur Windows. Ça ne peut pas s'exécuter sur Linux, ça ne peut pas s'exécuter sur macOS, ça ne peut pas s'exécuter quelque part d'autre. C'est forcément sur Windows. Par contre, avec Java, dès qu'on finit, automatiquement, tu peux prendre ce programme-là, aller le déposer sur un autre système. Ça va marcher. Pourquoi? Parce que c'est une série de 0 et 1 qui seront compilés. Et cette série-là, il aura une machine virtuelle qui va pouvoir lire cela de façon claire. C'est ce qui fait vraiment la force de Java. Et c'est ce qui fait que tout le monde apprécie Java. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que tout le monde aime développer les applications, que ce soit mobile, que ce soit un peu partout en Java. Parce qu'on peut transporter cela sur n'importe quelle plateforme. Voilà donc cette première partie. Et ça a permis à Java de se positionner à la première place en termes de meilleur langage de programmation, surtout en termes de sécurité et en termes de portabilité. Voilà. C'est bon, monsieur Demandé? Oui, c'est bon. Maintenant, la seconde question, c'est quand on parle de la portabilité du langage, ça veut dire que lorsque je développe un programme, oui. Le programme est conçu sous forme d'un fichier que je peux transporter sur un support. Voilà, c'est ça. Et ce fichier-là a son sein plusieurs sous-fichiers qui voilà. permettent de gérer tous les aspects sécuritaires de compilation. C'est ça. Vous avez bien compris, c'est ça même. Quand on va passer à la phase pratique, vous allez voir vous-même. Vous allez voir quels sont les fichiers qui sont chargés et quelles sont les différentes bibliothèques qui sont appelées pour pouvoir écrire un code Java. Monsieur, s'il vous plaît. C'est très. Oui. Non, monsieur, on peut utiliser Java aussi pour développer des websites, n'est-ce pas? Oui, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont été développés en website, plein. Java, c'est l'un des langages. Mais voilà pourquoi on vous demande de maîtriser tous ces langages. Maintenant, c'est vous maintenant qui allez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour monter un site, puisque avec Java, on peut pour concevoir les applications web. On va voir un peu devant. J'avais voulu même faire cette partie-là dans ce cours pour cette année. J'avais voulu parler un peu des servlets. Mais compte tenu de, je vais dire, du temps qui nous a été donné, il sera difficile qu'on vous parle un peu de l'aspect web de Java. Sinon, vous allez voir que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, toutes les grandes applications qui sont développées en ligne, là, tout est beaucoup plus Java. Tout. Je dis bien tout. Tout. Les grands sites e-commerce que vous connaissez, là, tout est beaucoup développé en Java. Tout. D'accord, monsieur. Tout. Ensuite, commençons maintenant pour parler de l'environnement de développement Java. Ah oui. Comme tout langage, il y a ce qu'on appelle l'environnement de développement. Ça veut dire que pour développer une application en Java,
il faut bien que vous ayez l'environnement qui vous permet de développer. C'est ce que nous allons voir tout de suite. En Java, l'environnement qui vous permet de développer une application Java est appelé JDK. Je dis bien JDK, qui veut dire Java Development Kit. C'est un kit. C'est une bibliothèque qui vous permet de faire quoi? De développer une application. Donc, nous avons dit ici que le JDK désigne un ensemble de bibliothèques logicielles de base du langage de programmation Java. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas développer une application Java. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais, mais ça ne va jamais même s'exécuter même. Quand vous allez écrire, vous allez voir erreur. Parce que les instructions Java que vous donnez, il faut qu'il y ait une base sur laquelle votre interpréteur ou votre compilateur doit s'appuyer pour dire telle instruction veut dire tant, veut dire tant. C'est comme ça. Donc, il vous faut forcément un JDK. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il faut forcément. Il y a des logiciels même aujourd'hui pour les installer net là. Vous avez besoin de JDK. Vous avez besoin de JDK. Plein de logiciels. Quand vous allez prendre même vous allez. Oui, vous voulez poser une question? Non, mais j'avais dit, il y a des logiciels qui ont besoin de JDK. Oui, il y a des logiciels qui demandent même. Il y a des logiciels qui demandent que vous installez d'abord des JDK avant de commencer. Voilà. Les logiciels, quand vous allez prendre. J'ai tellement de logiciels, mais ça ne se peut plus côté programmation. Mais vous allez prendre, même quand vous allez prendre, comment on appelle là même là, vous allez prendre même les Agis, vous allez prendre même aussi, même, comment on appelle là même là, les GeoServer, vous allez prendre même les Tom. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs logiciels qui demandent. Beaucoup de JDK d'ailleurs. Beaucoup. Parce qu'il y a des logiciels qui ont été conçus en Java. Or, pour pouvoir s'exécuter, ils ont besoin de JDK, forcément. Ils ont besoin que vous les dites, écoutez, ici, là, franchement, il faut que tu me dises que j'ai besoin de tel JDK pour pouvoir travailler. Et c'est comme ça. Voilà. Et il y a d'autres extensions qui ont besoin aussi du JDK. Il y a des logiciels, il y a des extensions de certains logiciels SIG qui ont besoin des extensions JDK pour pouvoir vraiment fonctionner sur votre, comment on appelle, sur votre machine. Si vous n'avez pas de JDK, ça ne va pas rouler et ça ne va pas marcher. Donc, faites beaucoup attention. Avant de développer un programme en Java, n'oubliez pas, pensez bien que vous avez besoin d'un JDK. Le JDK, c'est quoi? Je vais vous présenter tout de suite le JDK. Voici le JDK qui se trouve devant vous. Voici comment se présente le JDK. Je viens, voilà. Le JDK, si vous voulez, c'est tout cet ensemble-là qui définit le JDK. Dans le JDK, vous avez le JRE, vous avez le Java SE et vous avez encore d'autres fichiers nécessaires pour la bonne exécution d'un programme Java. Dans le JDK, vous avez même la documentation du langage Java. Dans le JDK, vous avez l'interpréteur, vous avez le compilateur, vous avez la documentation de Java. Donc, vous avez Java, regardez bien, vous avez Java, vous avez Javadoc, vous avez le JAR, vous avez Java, vous avez le scripting. Le côté sécurité, vous avez security, vous avez monitoring, vous avez le JConsole, vous avez toute cette bibliothèque qui vous permet de faire quoi? De dérouler ou de développer une application Java. Tout de suite, nous avons parlé un peu du volet web. Dans le JDK, vous avez encore le volet web qui est là, qui est défini par Java Web Start. Vous avez les applets, vous avez les Java plugins. C'est une grande bibliothèque. Ensuite, rappelez-vous que vous avez aussi le côté graphique au niveau de Java, la programmation graphique. C'est-à-dire que vous voyez un peu les fenêtres qui sont sur vos écrans, là, vos ordinateurs, les fenêtres où vous voyez une fenêtre où vous pouvez cliquer là-dessus, derrière des boutons, tout ça. Voilà, on appelle ça l'interface utilisateur. Java aussi s'intéresse à la programmation graphique. Donc, vous avez le Java Swing, vous avez le Java Swing qui est là. Vous avez Java 2D, vous avez le AWT. Donc, vous avez toute cette série-là qui vous permet de faire la programmation graphique.
Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire un programme et mettre le côté graphique dedans. Vous avez des boutons, vous avez des parties où vous pouvez mettre des photos dedans. Vous avez aussi, comment on appelle la même là, des formulaires. Tout ça, Java s'intéresse aussi à ça. Donc, n'oubliez pas, le JDK contient JRE, Java SE, et vous avez d'autres informations. Vous avez aussi la machine virtuelle qui est JVM. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vraiment démarrer une application Java. C'est très important. Donc, voilà un peu le statut du JDK. Donc, on vous parle de JDK, voici ce que le JDK contient qui est devant vous. Donc, JDK contient beaucoup de choses. Toute la bibliothèque du Java qui vous permet de faire tout ce dont vous avez besoin. Il dit de tout. Si vous voulez vous connecter à une base de données, vous avez JavaDB qui est là. JavaDB qui vous permet de vous connecter à une base de données. Si vous voulez vous connecter à n'importe quelle chose, vous avez tout. Il suffit simplement de savoir appeler la bibliothèque en question et puis, paf, vous pouvez vraiment faire, écrire votre programme. Voilà, au niveau du JDK. Donc, monsieur, oui. si je comprends bien, c'est un non-développeur qui devons décider de quel langage on va utiliser pour développer notre web, ou bien il y a déjà des... Très bien. En fonction de... Très bien. Voilà. Il arrive qu'une entreprise vous contacte pour monter une application. L'entreprise vous définit déjà par son cahier de charges le langage de programmation que l'entreprise souhaite que vous utilisez. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Dans l'étude de faisabilité, l'équipe experte va vous dire que pour pouvoir développer l'application, on souhaite que vous la développez avec Python, ou on souhaite que vous la développez avec Java, ou on souhaite que vous la développez avec PHP. Tout dépend de l'entreprise qui vous appelle. Maintenant, si l'entreprise ne vous donne pas ces possibilités, c'est à vous, en tant que développeur, de pouvoir faire des propositions de langage à l'entreprise. Et vous faites la proposition selon le langage que vous maîtrisez. Vous pouvez faire peut-être une proposition à développer peut-être un WebSig en PHP, soit un WebSig comment on appelle, en JavaScript, un WebSig soit peut-être en Java, un WebSig soit en Ruby, un WebSig ça dépend, en C++, un WebSig en C.NET, en tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est vous. Mais généralement, c'est l'entreprise même qui vous propose le langage de programmation. Ça, il faut que vous compreniez. Maintenant, si c'est vous-même qui décidez de faire votre programme, vous utilisez le langage qui vous sied. Voilà. Je prends peut-être mon cas, si moi je vais développer une application, vraiment, j'ai tellement de langages que je peux utiliser. Voilà. Si le jeu me sent vraiment inspiré, je peux utiliser peut-être Java, et puis j'écris mon programme. Le jeu, si me sent vraiment très inspiré, je peux utiliser PHP. Tout récemment, on m'avait contacté pour monter comment on appelle, une application. J'ai utilisé Java par rapport à ce que les gens veulent faire en termes de travaux. J'ai utilisé Java et j'ai monté leur application pour leur donner. Tout dépend. Mais n'oubliez pas, l'utilisation des langages est vraiment coûteux. C'est vraiment coûteux. Donc, n'oubliez pas. Si vous voulez prendre Java, alors mettez-vous dans la tête que c'est coûteux. Parce que Java demande assez de ressources. Si vous voulez aussi utiliser Python, sachez bien que Python est léger. Python, c'est du léger. C'est l'un des langages très légers que vous pouvez utiliser pour développer tout ce dont vous avez besoin. Python aussi s'intéresse à la programmation orientée objet. Donc, vous pouvez faire un mélange de Python et puis de Qt, le langage Qt, qui lui va s'intéresser à la programmation graphique. Maintenant, vous prenez maintenant Python pour faire les écritures procédurales et même aussi, comme on appelle au niveau de la programmation orientée objet. Donc, tout dépend de vous. On ne vous imposera pas, mais il faut lire le cahier de charge de la structure qui vous appelle. D'argent. Coûteux, généralement, quand on parle de coûteux, ce n'est pas une question d'argent. C'est en termes de temps et de ressources. Un programme développé en Java demande beaucoup de ressources. Souvent, tu es là et puis tu vois la machine rame. Quand la machine vous déroule, quand ça rame, ça chauffe. Parce que Java va beaucoup demander assez de ressources. Java est beaucoup gourmand en termes de ressources.
Donc, ça va demander beaucoup de choses. Par contre, Python, c'est du léger. Mais plus Java aussi est gourmand, mais Java aussi a un côté sécurité que Python n'a pas. On peut toucher à presque tout avec Python. Mais en Java, on ne peut pas toucher. Ah oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en Java. Donc, vraiment, il est difficile pour moi de vous dire quel est le langage que vous pouvez vraiment utiliser. Mais sachez bien qu'un développeur se sent mieux dans le langage que lui maîtrise le plus. Voilà, dans le langage qu'il maîtrise le plus. Si vous êtes bon en Python, vous développez en Python. Si vous vous sentez à l'aise, mais sachez bien que quand vous maîtrisez un langage, vous pouvez maîtriser 10 langages. Parce que, généralement, il suffit simplement de lire la documentation et puis vous savez, vous pouvez commencer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Question? Question? Oui, ça va, ça va. La question, j'ai une question, s'il vous plaît. Au niveau des JDK, vous avez dit que pour l'exécution d'un programme comme Java, on a besoin de JDK. Mais dans votre explication, j'ai cru entendre, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs variantes de JDK. Ok, non. Voilà. En fait, le JDK, c'est la bibliothèque. Et le JDK évolue en fonction des versions de Java. Je prends un exemple. Quand vous avez peut-être Java 2, la version 2, il y a des bibliothèques que les gens se sont rendus compte qu'on s'arrête ici à la version 2. Au fur et à mesure de l'utilisation, les gens se rendent compte que le besoin est énorme. Donc, on enrichit la version du langage. Plus vous enrichissez la version du langage, le JDK aussi évolue. Donc, vous allez voir qu'on sera peut-être au JDK 8 et aujourd'hui, nous sommes au JDK 19. Vous voyez un peu. Donc, le JDK évolue en termes de version, mais sa structure ne change pas. Sa structure ne change pas. Quelle est sa structure? Dans le JDK, vous avez le JRE. Le JRE qui veut dire Java Runtime Environment. Vous comprenez? Dans le JDK, vous avez le Java SE API. Ça veut dire que le JDK, c'est une famille, c'est un ensemble. Et dans l'ensemble, là-bas, vous avez des sous-groupes dedans. Des sous-groupes dedans. C'est tout. Okay, voilà donc, un peu ce que vous devez savoir. D'accord. Donc, ça veut dire que le JDK est rattaché au langage Java. Voilà. On ne dirait même pas qu'il est rattaché, mais le JDK même, là, c'est le cœur du langage Java. C'est le cœur. Oui, je pose ma question parce que vous avez dit qu'on pouvait développer également dans plusieurs langages et que certains langages de développement demanderaient un JDK. C'est pourquoi je suis en train de me poser la question, est-ce que chaque langage a son JDK ou bien on utilise tous le même JDK de Java? Non. Je prends peut-être un exemple. Il arrive que vous développez une application et puis vous mettez une partie de votre application là. La partie utilise le langage Java. Donc, quand vous installez l'application sur la machine, l'application vous dit la partie qui se trouve en moins ici là demande que tu aies Java sur ta machine. Vous voyez un peu, non? Donc, il va vous dire où vous avez mis le JDK parce qu'une partie de moi là demande Java. Voilà pourquoi il y a certains logiciels, lorsque vous les installez et vous demandent, monsieur, est-ce que vous avez JDK sur votre machine? Pas que le logiciel a été développé en Java, mais une partie du langage, en fait, de l'application, utilise l'extension Java. Il y a plusieurs logiciels comme ça, plusieurs. Voilà. Les logiciels que moi j'ai ici, les sont des logiciels de purement informatique, programmation. Donc, je vais vous en parler. Bon, je prends peut-être Android Studio. Comme vous n'avez pas Android Studio, qui vous permet de développer comment on appelle la même là, en développement mobile. C'est les applications mobiles que vous avez là. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vos portables là, vous voyez vos applications qui sont dedans. Voilà. Le portable, les applications qui sont dans votre portable, voilà. Il y a un langage qu'on utilise pour pouvoir vraiment écrire. Quand vous prenez Android Studio, qui est un logiciel qui vous permet d'écrire vos langages, vos scripts, que ce soit en Java, que ce soit en autre, l'installation d'Android Studio vous demande d'installer le JDK.
c'est-à-dire son JDK. Où se trouve le JDK? Puisque Android Studio a été développé en Java. Mais Android Studio, lui aussi, il utilise aussi sa bibliothèque qu'on appelle le SDK. Le SDK, qui en fait est un langage, c'est-à-dire une bibliothèque du langage de programmation mobile. Donc, chaque langage a sa bibliothèque. Vous prenez PHP, il y a sa bibliothèque. Vous prenez JavaScript, il y a sa bibliothèque. Vous prenez aussi Java lui-même, il y a sa bibliothèque. Sa bibliothèque, c'est ce qu'on appelle le JDK. Vous prenez le développement mobile avec Android Studio, vous allez avoir le SDK, qui est la bibliothèque qui vous permet de développer en mobile. N'importe quel langage de programmation aura toujours sa bibliothèque que vous allez toujours appeler. Mais pour Java, c'est le JDK. Dès que vous demandez à programmer en Java, mettez bien dans la tête que vous êtes appelé à installer JDK sur votre machine. Ça c'est le préalable. Donc, j'ai mis même en fondamental ici, dans la leçon, qu'un programmeur Java ne peut pas programmer sans son JDK. Ce n'est pas possible. Un développeur, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas écrire sans vraiment installer votre JDK. Ça ne marchera pas même. Dès que vous commencez, il va vous dire, monsieur, je ne vois rien sur votre machine. Il va vous dire, je ne vois rien. J'ai envie de faire cette expérience même avec vous tout de suite là. Et puis, vous allez voir, oui, vous allez écrire, et puis vous allez voir qu'il va dire qu'il n'y a rien, il ne peut voir rien. Mais dès que vous lui montrez où se trouve le JDK, vous allez voir, tout va sortir. Vous allez dire, waouh, mais c'est super ça. Voilà. Mais le JDK, on installe. Autrement dit, on télécharge et on installe. Donc, dans la leçon, j'ai montré comment on installe et automatiquement, d'abord, comment on télécharge et comment on installe. La première des choses, l'installation du JDK, allez-y télécharger d'abord le JDK. C'est-à-dire, il faut installer complètement le JDK. Quand vous installez le JDK, on dit que vous avez Java sur votre machine. Quand vous installez le JDK, là, on dit que vous avez Java sur votre machine. Donc, la première étape, vous vous rendez sur le site de Oracle. C'est Oracle qui a racheté Java. Donc, tout le suite, Coucou parlait que Java a été racheté. Donc, Oracle a racheté Java. Donc, la première des choses, vous partez sur le site de Oracle, sur lequel vous pouvez maintenant télécharger Java. Donc, voilà. J'ai fait un peu les captures d'écran pour vous, pour que vous voyez comment. Étape 2. Étape 2, pour ce cours-là, nous avons pris que le Java SE8. C'est-à-dire que nous avons pris le Java, nous avons pris Java version 8. C'est ce que nous avons pris. Nous avons pris Java version 8. Donc, le JDK que nous avons installé sur notre machine, c'est le JDK version 8. Voilà, pour ce cours. En fait, moi, j'aime beaucoup le 8 parce qu'il est beaucoup stable. Il est très stable. Et ça nous permet vraiment d'être à l'aise dans toutes nos programmations. Aujourd'hui, les JDK qui sortent aujourd'hui, là, les versions 19, version 18, version 17, là, vraiment, il y a trop de problèmes là-dessus. Je ne suis pas un fanatique de ceux qui, comment on appelle la même, des choses récentes, parce que pour pouvoir utiliser plus les choses récentes, il faut être sûr que ça marche bien. Or, souvent, les choses récentes ne marchent pas trop, parce qu'il y a des bugs qui se dessinent à l'horizon. Il est mieux d'abord de prendre ce qui était déjà passé, sur lesquels les gens ont essayé de travailler et ils ont corrigé les bugs. Donc, généralement, les applications aiment beaucoup le Java vraiment SE8. C'est le JDK 8 qui est très bon. Donc, pour ce coup-là, j'ai voulu vraiment qu'on travaille avec le JDK 8. Sinon, il y a d'autres versions. Vous allez voir qu'il y a plusieurs. Quand vous allez partir sur le site là-bas, il y en a plusieurs. Donc, nous allons prendre le JDK 8. Voilà. Et l'étape 3, vous avez, en fonction de votre système d'exploitation, pour ce coup-là, nous allons travailler sur Windows. Donc, par rapport à Windows, en fonction de votre architecture en termes de système d'exploitation, vous pouvez maintenant télécharger votre JDK. Moi, ici, sur ma machine, j'ai téléchargé que le JDK soit en 4 bits. Parce que j'ai une architecture de 64 bits. Si pour vous, c'est 86 bits, vous téléchargez le JDK 86 bits. Si c'est 64 bits, vous téléchargez le JDK 64 bits. Voilà. Donc, voici ce que vous devez faire.
Mais nous avons déjà mis ces JDK-là sur la plateforme du cours là-bas. C'est-à-dire, nous, on a téléchargé pour vous et on a mis ça sur la plateforme. Il reste maintenant à aller sur la plateforme et à télécharger seulement. Et puis, vous gardez ça sur votre machine et vous les installez. Voilà. On va faire un TP là-dessus sur l'installation du JDK. Tout de suite, on va faire un TP là-dessus. Ensuite, la deuxième condition ou la deuxième chose nécessaire pour pouvoir développer un programme en Java, il vous faut un environnement de développement intégré que nous appelons communément l'IDE. L'IDE, c'est une application qui vous facilite le développement de l'application. Son rôle ici, c'est d'aider les développeurs à créer des applications. C'est son rôle. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs IDE. Voilà. Mais ce que vous devez savoir qu'avec Java, voici les IDE que vous avez. Vous avez Eclipse, vous avez IntelliJ IDE, vous avez NetBeans, vous avez BlueJ, vous avez JDeveloper, vous avez DS Java, vous avez Android Studio. Voici des IDE qui sont beaucoup utilisés par les développeurs Java. Eclipse, IntelliJ, NetBeans, BlueJ, JDeveloper, DS Java, et vous avez Android Studio. Au-delà de ces IDE, vous pouvez utiliser aussi d'autres IDE. Moi, sur ma machine ici, j'ai une quinzaine d'IDE. J'ai l'IDE que j'appelle code, comment on appelle la même là, Visual Code, que moi-même j'ai amélioré en installant encore d'autres extensions qui me permettent de faire un développement en Java. J'ai même encore Sublime Text, j'ai même plein. Mais lorsque je développe avec ceux-là, je suis obligé d'aller compiler moi-même avec d'autres processus encore. Par contre, avec ces IDE qui sont ici, qui sont dans le cours ici, dans la leçon, lorsque vous les téléchargez, eux-mêmes, ils viennent avec tout le nécessaire dont vous avez besoin pour écrire un programme en Java. Et vous ne fournissez même pas d'effort. Dans ce cours-là, j'ai voulu qu'on utilise un qui est très, très bon. Lui, il vous permet de faire le développement graphique, il vous permet de faire tout. Il est facile à utiliser, il est facile vraiment à manipuler. C'est NetBeans. Il est très bon. NetBeans, c'est très bon. Si vous avez bien vraiment compris NetBeans, vous pouvez utiliser NetBeans pour faire tous les développements d'applications que vous voulez. Très, très bon NetBeans. Il y a aussi Eclipse qui est très bon. J'ai beaucoup pratiqué Eclipse. J'ai pratiqué aussi, Android Studio, je pratique ça toujours. Voilà, donc il y a trois ici que je pratique tout le temps. Il y a Eclipse, il y a NetBeans et il y a Android Studio. Android Studio, lui, ça, c'est mon phare. Parce que lui, je l'utilise pour faire le développement mobile. Voilà, d'autres choses. Eclipse aussi, c'est très bon aussi. Lui aussi, j'utilise pour faire beaucoup de choses. Voilà, NetBeans aussi, c'est très bon, surtout dans le cadre d'un cours. NetBeans est très, très intéressant. Ça vous permet d'aller vous télécharger aussi à part le JDK. Si vous avez téléchargé le NetBeans qui est sur la plateforme, nous avons fait de telle sorte que dans le même fichier, il y a NetBeans et il y a aussi le JDK dont il a besoin pour pouvoir vraiment démarrer. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est l'IDE. Donc, on a parlé du JDK qui est très important pour développer. Ensuite, nous avons présenté ici un IDE qui vous permet de faire quoi? D'écrire vos scripts Java avec plusieurs logiciels à l'intérieur qui vous permettent de pouvoir faire les debugs, faire aussi des exécutions, voilà, essayer de regarder est-ce que le script contient des erreurs ou même encore, comment on appelle la même là, des informations que vous n'avez pas vraiment voulu que le script récupère. Voilà. Je vais m'arrêter là avant d'aller encore plus en profondeur avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Ça va, ça va, ici, pour le moment, ça va. Ça va?
Oui, moi, j'ai des questions. Oui, monsieur Diomandé. C'est une question de compréhension entre le JDK Oui, et quoi? Oui, le JDK et puis le IDE. oui. On a dit que le JDK était l'environnement cœur. de développement, le cœur du développement en Java. Maintenant, l'IDE, lui, il est l'environnement de développement. Voilà. Je voulais un peu que vous reveniez dessus pour élucider un peu la nuance. Voilà. Le JDK, c'est l'outil ou c'est la bibliothèque de développement du langage Java. L'IDE, ça, c'est une application qui vous permet d'écrire un script dans un langage, peu importe, qu'il soit en langage, qu'il soit en Java, qu'il soit en quoi même, en PHP, qu'il soit en HTML, qu'il soit dans n'importe quel langage, l'IDE te permet d'écrire dans n'importe quel langage. Mais pour Java, il y a des IDE qui sont déjà conçus vraiment de façon plus spécifique pour le langage Java. Ça veut dire que il te permet d'écrire tes codes, mais en même temps aussi, il te permet de faire tes tests. C'est-à-dire, il te permet d'exécuter les programmes. Donc, l'IDE, ce n'est pas que c'est nécessaire pour développer un langage Java, mais l'IDE, lui, te facilite en fait. C'est un facilitateur. Et il te permet d'écrire. Sinon, un langage Java net là, je peux écrire, je joue mon bloc-notes, je prends un exemple, je joue mon bloc-notes, je me suis mon bloc-notes ici. Voilà. Voilà. Je prends peut-être mon bloc-notes. Voici mon bloc-notes que j'ouvre. Oh, il y avait une promotion là. J'étais parti à Abidjan et on a fait la pratique même ensemble là-bas. Mais vous voyez le bloc-notes qui est là. Je peux écrire mon programme Java dedans. Je peux écrire mon programme Java. J'ai écrit. Mais vous voyez que celui-là, il ne m'aide pas. Il faut être un expert pour pouvoir écrire un programme comme ça, Java, avec un bloc-notes. Il faut être un expert. Lui, il ne t'aide pas. C'est bloc-notes, c'est fini. Il ne t'aide pas. Avec ça aussi, moi, je peux écrire aussi comment on appelle là même là, un programme en HTML. Donc, il suffit simplement, je commence, j'écris ce qu'il doit écrire, et ainsi de suite, j'écris. J'enregistre, j'exécute, ça marche. Avec ça aussi, je peux écrire aussi un programme aussi en JavaScript, ça marche. Mais lui, il ne m'aide pas. Pourquoi? Parce que c'est un truc simple, voilà, que Microsoft nous a bien donné, qui nous permet vraiment d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Donc, les développeurs, ils ont dit, mais il nous faut quelque chose pour nous aider. C'est-à-dire, quand je dois écrire, là, il faut que ça m'aide à écrire, pour me permettre de gagner en temps. Au lieu de venir m'asseoir pour écrire des choses que vraiment je connais là, est-ce qu'il ne peut pas m'aider à écrire lui-même et puis moi je continue sur ma même écrit? C'est ce qu'on appelle IDE. C'est un facilitateur. Il nous aide. Et parmi ces IDE, il y en a plusieurs. Il y a Atom. Il y a Sublime Test. Je prends peut-être le cas de Sublime Test. Prenons peut-être un exemple. J'ai ici Sublime Test. Je joue ici Sublime Test. Sublime Test ici, voilà. Voilà. Je joue ici Sublime Test, vous allez voir. On a eu un carreau noir qui gêne sur notre écran. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Vous dites quoi? Et on a un carreau noir qui est sur notre écran là, qui masque un peu une partie de l'affichage. Oui. C'est bon maintenant? Bah, il est toujours là. Bon, Je viens sur allons-y. Le carreau est là. Il est au plein centre maintenant. Je sais pas comment on peut l'enlever. Ouais. Il n'affiche rien, c'est un carreau noir et bon, d'accord. Vous l'avez mis de côté. Je pense qu'on peut suivre avec ça. Vous bon? masquez beaucoup de choses, on dirait. D'accord. C'est bon? Ouais, ça va. Voilà. C'est bon? Vous voyez maintenant, tout est bon? Oui, Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, c'est Sublime Test. Ça, c'est Sublime Test.
Si je prends un autre encore, je vais prendre peut-être atome. Je prends peut-être atome. Est-ce que j'ai atome même sur ma machine? Voilà, j'ai atome. Voici atome. Ça encore, c'est un, comment on appelle la même là? C'est un leader. J'ai atome. Lui, il me permet d'écrire le programme comme je veux. Il y a aussi Visual Studio. Visual Studio. Je peux, Voilà. Voilà. Voici Atom qui arrive. Vous voyez, ça c'est Atom. Ça encore, c'est un leader. On peut prendre encore un autre encore. Il y en a plusieurs. Les idées, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et cela, ça dépend du goût du développeur. Ça dépend du goût du développeur. Voilà. Ça dépend du goût du développeur. Ça, c'est Atom qui est là. Voilà, ça, c'est Atom. Il y a encore, il y a quoi encore? Il y en a. Il y a Visual Code. On a le temps de vous présenter tout ça au fur et à mesure. Mais ce que vous devez savoir que avec le langage Java, il y a déjà des idées qui ont été conçues spécialement. Tout de suite, j'ai parlé de NetBeans. Voici NetBeans. Voici NetBeans. Ça, c'est NetBeans qui est là. Avec ça, c'est NetBeans. C'est juste l'interface qui me permet d'écrire mon code. Et j'écris. C'est tout. Il y a Android Mail Studio. J'ai Android Studio. Quand vous prenez Android Studio, c'est pratiquement la même chose que NetBeans, mais sauf que Android Studio lui vous permet de faire le développement mobile. D'où le nom Android. Quand vous prenez, comment on appelle encore? Il y en a plusieurs. Mais avec le langage Java, vous avez Eclipse, vous avez NetBeans, vous avez Android Studio, vous avez DR Java. Lui, il vous permet d'écrire seulement votre code. Lui, il vous permet, il vous aide à écrire. En colorant un peu les parties, les fonctions, les petits trucs qui voilà, qui ne sont pas intéressants, tout et tout. Voilà. Voici en fait l'utilité d'un leader. Il y en a plusieurs. Il y a les idées de PHP, il y a les idées de Python. Voilà. Surtout pour Python. Pour Python, il y a PyCharm. Il y a PyCharm qui est là. Pour Python, il y a PyCharm. Pour, comment on appelle encore? Il y en a plusieurs. Plusieurs. Ah, les idées, il y en a plusieurs. Tout dépend de vous, chers développeurs. Tout dépend de vous. Voilà. Mais pour ce coup-là, nous allons nous intéresser que de NetBeans. Quand un jour, si Dieu fait grâce qu'on veut parler de Python, on va vous montrer une autre idée. Ou encore, si on veut parler peut-être de PHP, on va présenter une autre idée. Voilà. Ou peut-être si on veut être c'est-à-dire on veut développer à l'ancienne, c'est-à-dire à l'ancienne, on va prendre bloc-notes et puis on va écrire comme on faisait à l'ancienne. Nous, on va écrire les propres instructions à l'ancienne. Voilà. On va l'écrire et puis on va enregistrer et on va les dérouler. Et ça va marcher correctement, sans problème. Je pense que j'ai répondu, monsieur Demandé. C'est assez clair maintenant. Okay. Merci beaucoup. OK. On va télécharger tout ce qui était sur la plateforme là-bas. Je ne sais pas si vous avez pu télécharger les ressources. Vous avez? Au niveau des ressources,
Dans le cours, où c'est marqué utilitaire. Voilà, Le câble n'a pas marché. ça change un peu. Vous avez vu ça chez vous là-bas? Oui. Vous avez vu les liens? Oui, monsieur, le lien de JDK. Voilà. Voilà. Très bien. Vous téléchargez en fonction de votre système d'exploitation. Ici, vous avez le JDK 8.11.NB. NB, c'est NetBeans. 64 bits et puis 32 bits. Moi, j'ai une architecture de 64 bits, donc moi, je télécharge 64 bits. Donc, vous cliquez souvent là-dessus, vous téléchargez. Ceux de 32 bits, vous téléchargez aussi. Allez-y. Donc, on va installer et l'IDK avec et le JDK et puis NetBeans, les deux ensemble en même temps. C'est-à-dire, on démarre le logiciel et lui, il installe les deux en même temps pour nous. On va se donner rapidement 10 à 15 minutes pour faire ce travail. C'était bon, monsieur Demandé? Oui, c'est bon. J'avais déjà fait hier. Ah, très bien, super. Monsieur J'avais Goku. juste téléchargé. Hein, Donc, téléchargez d'abord, allez-y, téléchargez. Et puis, on se donne 5 minutes pour télécharger. D'accord. 5 minutes, allez-y, 5 minutes, on revient rapidement à 40. Il est 14h33, 14h40, on revient rapidement. Quand les gars étaient c'est bien eu les racines. C'est bien. C'est une question. Est-ce que ça va pas dégager là? Non, l'essentiel là, c'est de comparer les deux. Chez toi, c'est la consultation de l'IG qui est posée. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est ce que je retrouve mes fichiers de la signature qui est si je trouve ma sélection, n'a pas signature, mais il n'a pas fait le possible. Non, TP1, c'est séparabilité son c'est le match après, effectivement, même dans l'éducation, le TP2 qui a fait la vie. Voilà. Parce que déjà, le TP2 qui parle dans la vie. Non, mais il y a ça, je parle de. Mais il faut comparer ça aussi. Mais une fois que tu mets dans le résultat, c'est fini. Comparaison, tu as fait dans la discussion, elle va pas. Je vais comparer, partie de conclusion là. On a vu que c'est bon. Ça va être ça, il pas de. Maintenant, comment on teste, comment que la que ça a fait pour
que Casablanca não dirige. É Casablanca não dirige, c'est pas, c'est dans la partie maxime. Ah, on est pas quelqu'un qui a fait même Macron, il y a eu son devoir où elle a dit que c'est le meilleur travail. Il a pas fait maxime. Ça veut dire qu'il a envoyé ça. Non, non, ouais. Il y a une vidéo où elle a dit que non, juste là, on n'a pas eu les jeux de ce genre. Elle dit que juste là, parce que c'est lui. Lui, il n'a pas capé maxime, parce que ça non dirige. Mais c'est Casablanca non dirige. Donc, c'est sûr que ça fait bizarre. Quand tu arrives à faire comme ça, lui, lui, il n'a pas compris le proposition. Parce que dans cette discussion, il a parlé seulement de l'assurance politique. Lui, avec Kim, il n'a pas trop parlé ici. Donc, c'est bizarre. J'ai une discussion. Il n'a pas forcément fait une comparaison dans la discussion. Dans la discussion, il a parlé des résultats obtenus. C'est-à-dire qu'il a fait la multiplication, il a fait ci, il a fait ça. Maintenant, il a la multiplication, une fois qu'il a été simplement quand même. Donc, pour montrer que sa classification est fiable, elle a pris des moyens, son global, et sont capables. Et il y a des auteurs qui indiquent une classification de coefficient capable. Elle met dans son cours, elle a dit ça. Coefficient capable est supérieur à 0,4. C'est que la voie des classes excellentes. Mais c'est la pardon, c'est pas la c'est l'accord par rapport à l'image que je vais dire. C'est pas. La voie, ça, c'est quand même c'est l'image de parce que c'est la voie. Et puis, apparemment, même quand il a du gouvernement, mais voilà, combattant, il est en train de il a dit que quand ils sont, moi, il ne c'est pas possible que tu passes à 40%. C'est que ta classification est finie. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est pas non, c'est pas d'accord. Non, il est mais la discussion, c'est que, ah, effectivement, c'est ce qui m'a dit. Après, je vais te demander, eh, allez, pourquoi? Ouais, toi, je vais le faire. C'est pas pour me faire dans le voie. Et c'est qu'elle va faire dans les comme ça. Genre, sa conclusion, c'est elle qui fait tout. Elle pour l'intention de la chose dessus. Donc, vous regardez, elle va voir le gars pour mettre, puis pour la tombe, et puis, vous regardez, parce qu'on a mis son pouce. Ouais, c'est que vous, tout ça, c'est pas le problème. Est-ce que ceci, est-ce que ça dit qu'est-ce qu'il y a c'est confusion. Regarde, plus
Allô, allô, c'est bon, on a pu télécharger? Oui, D'accord. c'est un Voilà, fichier donc, zippé. oui, le fichier des zippés. Donc, vous dézippez le fichier. Alors, D'accord. j'ai arrêté mon partage. Est-ce que quelqu'un voudrait partager son écran? J'avais demandé à quelqu'un, il a demandé à ceux qui sont dans la salle là de se connecter pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ceux qui sont dans la salle, est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce que vous pouvez... Attends, c'est à quel niveau? Partage là, c'est où ils ont mis partager l'écran. Vers le bas. D'accord. Vous avez vu? Oui. OK. Ça- Monsieur Diomandé comment ça affiche? partage son écran. Oui, pour voir, oui, ça s'affiche très bien. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu télécharger. Et puis, quand j'ai dézippé, voilà le fichier qui est sorti. Très bien. Donc, vous, votre machine, c'est